développement du langage. C'est une question qui me concerne car je suis orthophoniste. Je travaille en libéral et en CAMS, donc en centre d'action médico-sociale précoce. Et dans ce cadre, je reçois des enfants qui présentent des retards de langage et qui ont été exposés de manière précoce et intensive aux écrans. Par ailleurs, je travaille également pour l'association 1001 mots, qui œuvre à travers différents projets auprès de parents d'enfants de moins de 3 ans pour réduire les inégalités de langage avant l'entrée en petite section de maternelle. Pour commencer, je vais vous parler d'une étude aux États-Unis qui a montré qu'en 1971, l'âge de début d'exposition aux écrans était en moyenne de 4 ans, alors qu'en 2009, l'âge de début d'exposition était en moyenne de 4 mois. Et c'est vrai qu'à travers ce chiffre, on le dit beaucoup depuis ce matin, mais on voit à quel point les écrans font vraiment maintenant partie de nos vies. Il y a un grand changement dans nos vies autour des écrans qui sont vraiment omniprésents. Et de ce fait, il me paraît très important de s'interroger sur les répercussions que vont avoir ces écrans sur le développement des enfants et dans le cas présent sur le développement du langage chez les tout petits. Serge Tisseron, qui est psychiatre et qui œuvre beaucoup sur la prévention de l'utilisation des écrans à tout âge, parle de diététique des écrans. Il utilise une métaphore que je trouve assez intéressante. Il parle de la métaphore du pot de crème au chocolat. Et il dit que le pot de crème au chocolat, effectivement, on va pas le laisser en permanence sur la table avec les enfants qui viendraient picorer quand ils veulent toute la journée un peu de crème au chocolat. On va en servir une portion au dessert ou au goûter et après on va le ranger. Et en fait, il explique qu'il pourrait en être un peu pareil pour les écrans, c'est-à-dire qu'on pourrait réserver les écrans à un moment donné, un temps donné, et pas en continu toute la journée. Alors, donc, chez les bébés, toutes les études, de nombreuses études en tout cas, ont montré que plus un enfant est exposé jeune et plus il est exposé longtemps aux écrans, plus le risque de voir apparaître un trouble du langage est important. On a montré que le niveau lexical et morphosyntaxique des enfants sera plus faible quand ils auront regardé beaucoup la télé jeunes. Alors le niveau lexical, ça correspond au lexique de l'enfant, qui est sa capacité à comprendre et à exprimer le vocabulaire. Donc le nom des objets, des actions. Et la morphosyntaxe, c'est la capacité de l'enfant à associer les mots ensemble pour faire des phrases. En revanche, chez les enfants de plus de 4 ans, on peut observer un effet positif sur le vocabulaire du visionnage des écrans si ce visionnage est accompagné d'un parent ou d'un grand frère, d'une grande sœur, car effectivement, le parent pourra dans ce cas, par exemple, expliquer le vocabulaire à l'enfant, et donc dans ce cas-là, ça pourra avoir un impact positif. On peut s'interroger sur pourquoi regarder les écrans aura des répercussions sur le développement du langage de l'enfant. Récemment, j'ai eu un papa d'une petite fille en rééducation qui me disait que sa langue maternelle n'étant pas le français, il avait vraiment à cœur que ses enfants apprennent le français, qu'ils soient prêts pour l'école, et que du coup, pour ce faire, il allumait la télé toute la journée. Comme ça, il serait sûr que ses enfants, vraiment, ils apprendraient bien le français. Alors, pourquoi ça marche pas avec les jeunes enfants? Parce que le jeune enfant, il va avoir besoin d'interaction. Et l'interaction, c'est le fait que le parent et l'enfant, ils vont se répondre, ils vont communiquer, ils vont interagir, ils vont être dans l'échange. Et si on n'a pas cette interaction, effectivement, le développement du langage se fera pas bien. Et la télé n'est pas une interaction. Il y a un dessin animé très connu qui mime cette interaction, c'est le dessin animé Dora l'exploratrice.
Et effectivement, dans Dora, la petite fille va dire à l'enfant répète après moi, dis ou saute. Elle va laisser un petit temps de latence pour laisser répondre l'enfant. Sauf que peu importe ce que répond l'enfant, Dora, elle dira super. Et du coup, c'est pas du tout adapté en fait à ce que l'enfant aura fait. Et elle peut pas s'adapter parce que c'est la télé. Et la télé, c'est pas une personne. Et donc, il faut vraiment une personne pour s'adapter à l'enfant et pour l'aider dans le développement du langage. C'est une évidence, mais nous, en tant qu'orthophonistes, quand on reçoit un enfant pour une suspicion d'un retard de langage, on va s'assurer que cet enfant, il ait bien toutes les capacités pour développer le langage. Le langage s'acquiert par imitation, et pour imiter, il faut bien voir, bien entendre et avoir des capacités intellectuelles suffisantes. Et les études montrent que les écrans, en réduisant ce temps d'interaction parent-enfant, vont avoir un impact sur le développement du langage des enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un enfant est devant l'écran ? Eh bien, avant 2 ans et demi, l'enfant, il va être fasciné par la forme. Donc, ce qui va l'intéresser, c'est les mouvements rapides des personnages, les changements de décor, l'imprévisibilité des scènes, l'intensité sonore. Tout ça, ça va attirer son regard parce que souvent, ça va être plus intense, plus coloré, plus fort que son environnement réel. Donc, il va se tourner vers l'écran. Et après 2 ans et demi, en tout cas à partir de 2 ans et demi, on va avoir le passage de la relation à l'écran à la relation à un programme. Donc l'enfant, petit à petit, entre 3 ans et 5 ans, il va affiner sa perception, sa compréhension, et il va commencer à faire des liens logiques entre les différentes scènes du dessin animé qu'il voit, par exemple. Malgré tout, il va garder un point de vue qui privilégie la forme. Donc il va être toujours plus intéressé par la forme que par le fond. Et c'est pour ça qu'il est très important que l'adulte l'accompagne dans ce qu'il regarde pour l'aider à comprendre. Il y a beaucoup de dessins animés dans lesquels les enchaînements de séquences se font trop rapidement pour que l'enfant puisse comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il est très important que l'adulte soit avec lui pour l'aider à comprendre et à mettre en lien ces différentes scènes. Alors, qu'en est-il des écrans interactifs ? Donc, tout d'abord, la tablette numérique tactile. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui montrent un effet délétère des tablettes sur le développement du langage. Ça peut être intéressant pour l'enfant parce qu'effectivement, l'avantage de la tablette, c'est qu'elle va permettre à l'enfant d'interagir directement avec son doigt, avec son corps sur la tablette. Ça élimine tous les périphériques externes comme la souris, le clavier, qui nécessitent un certain niveau de savoir-faire. Donc l'enfant pourra interagir directement. Mais il faut absolument que ce soit fait de manière accompagnée avec un adulte. On peut imaginer que si l'adulte a du plaisir à être avec les écrans, il peut passer un moment avec son enfant et avec la tablette, et la tablette pourra être considérée comme un médiateur dans la relation parent-enfant. Mais il faut que ce soit évidemment avec des logiciels adaptés à l'enfant, donc des logiciels de jeu adaptés à son âge. Et bien sûr, il faut que ça se fasse sur un temps relativement court. Parce que la tablette, elle va pas offrir une expérience corporelle dont l'enfant a besoin à cet âge-là, à savoir découvrir le monde par ses 5 sens, avec son corps, en bougeant et en faisant des expériences. Donc il faudra vraiment veiller à limiter ce temps de tablette s'il y a lieu. Et évidemment, s'il n'y a pas de tablette, l'enfant se développera très très bien. Quant aux consoles de jeux, elles sont également à limiter chez les enfants de moins de 6 ans parce que, un peu comme la tablette, l'enfant va mettre en jeu seulement 2 doigts le plus souvent. Et c'est encore une période où il a besoin d'apprendre, de faire des expériences avec son corps et avec ses 5 sens. Et de plus, les consoles de jeux limiteraient le développement de l'intelligence symbolique. Dans les jeux à cet âge-là, le but le plus souvent, c'est de réussir et pas de mettre forcément du sens sur ce qu'ils font.
Et c'est pas des jeux qui vont contribuer au développement de cette intelligence symbolique. L'intelligence symbolique, c'est la capacité de jeu de faire semblant. Par exemple, des jeux de dinette ou des jeux de poupées. Et dans ces jeux de faire semblant, le matériel, ce sera pour de faux, mais les émotions vécues par l'enfant, ce sera pour de vrai. Et l'enfant, en jouant à ces jeux symboliques, il va vivre des émotions, il va les reconnaître chez lui. Petit à petit, il pourra les nommer et les reconnaître chez les autres. Et dans le développement du langage, c'est très important de pouvoir nommer les émotions qu'on vit pour ensuite les partager avec l'autre par le langage. Et du coup, pour ça, on va limiter la console de jeu. De plus, c'est une activité qui va être très attractive pour l'enfant, mais qui a un risque aussi de devenir un peu enfermante et que l'enfant ne veuille pas en sortir. Et du coup, une activité qui se ferait finalement au détriment d'autres activités plus sociales ou de rêverie, de jeu. Alors, la télévision en arrière-fond. Alors, la télévision en arrière-fond, c'est peut-être le contexte de visionnage le plus nuisible à la bonne qualité du développement du langage de l'enfant et aux interactions parents-enfants. Parce que, avec la télévision allumée en arrière-fond, les parents vont moins parler à l'enfant et ils vont lui parler de manière plus passive. Donc, on aura une vraie altération de la qualité et de la quantité des interactions parents-enfants. Les mamans, pendant le jeu, quand la télé est allumée, vont utiliser un vocabulaire moins riche avec l'enfant. Et les jeux de l'enfant, ils seront moins riches et moins complexes quand la télé est allumée. C'est des données importantes quand on sait que le nombre de mots entendus par les enfants avant 3 ans sont un bon prédicteur de leur capacité cognitive et linguistique à venir. Donc c'est vraiment à prendre en compte. On peut émettre plusieurs hypothèses de pourquoi ces interactions sont affectées. On peut supposer que c'est en lien avec le concept d'attention divisée. Effectivement, quand le parent aura envie à la fois de suivre son émission et de jouer avec son enfant, il va être sur le mode de l'attention divisée. Il va faire attention à 2 choses en même temps. Sauf que comme son nom l'indique, l'attention, elle va être divisée, elle n'est pas doublée. Et donc le parent, il ne pourra pas être pleinement avec son enfant alors qu'il veut suivre en même temps son émission de télé. Et donc ça pourrait expliquer le fait que les interactions soient de moins bonne qualité et que le vocabulaire soit moins riche. Quant à l'enfant, si les jeux sont moins riches et moins complexes, on peut faire l'hypothèse que c'est en lien avec sa capacité d'inhibition. L'inhibition, c'est le fait de faire abstraction de la télévision, de l'oublier pour continuer son activité. Et chez les enfants, cette capacité d'inhibition, elle n'est pas suffisamment mature. Elle n'est pas encore, le cerveau de l'enfant est en plein développement et le tout petit, il n'arrivera pas en fait à oublier cette télévision et donc sans cesse, quand il sera en train de jouer, il sera interrompu par la télévision à côté. Et donc c'est ce qui fait que son jeu va être moins diversifié et que ses séquences de jeu vont être moins longues. Et ça affecte tellement la créativité de l'enfant qu'on a observé des enfants très exposés à la télévision qui avaient des symptomatologies avec des troubles qui s'apparentaient à des traits autistiques, avec un retrait relationnel, avec des conduites écolaliques, donc des enfants qui répétaient ce qu'on dit mais sans y mettre vraiment du sens. Alors évidemment, ces enfants, ils sont absolument pas autistes. Et quand on arrête les écrans, on voit une régression assez rapide des troubles. Mais ça n'empêche qu'on a pu observer ça chez certains enfants. J'ai reçu une patiente qui a bien progressé depuis, mais il y a 2-3 ans, qui est arrivée, qui était très exposée aux écrans. Et effectivement, c'est une petite fille qui avait déjà 3 ans et demi à l'époque. À 3 ans et demi, normalement, on fait de belles phrases et on parle plutôt bien. Et cette petite fille, elle parlait pas du tout. Et quand je lui disais bonjour, comment tu vas, elle me regardait, elle me répondait comment tu vas, et je voyais bien qu'elle n'était pas en relation avec moi en fait. Elle avait du regard, mais voilà, pour autant, elle n'était pas vraiment là avec moi. Alors, comment choisir le programme qu'on va visionner avec son enfant ?
Eh bien, avant 2 ans et demi, 3 ans, comme on l'a vu, il n'y a pas de programme adapté parce que l'enfant, il va être attiré par la forme, par la lumière, par les bruits, mais il va pas comprendre ce qui se passe. Donc, avant 2 ans et demi, 3 ans, pas de programme adapté pour les enfants. Ensuite, on va essayer au maximum de privilégier des structures narratives linéaires. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure narrative dans laquelle les images qu'on voit dans le dessin animé correspondent à la chronologie simple de l'histoire. Et donc, il n'y a pas de retour en arrière ou bien différentes scènes qui se passent dans 2 endroits différents. Non, on a une chronologie simple. Par exemple, un dessin animé à chronologie, à structure narrative linéaire, c'est un dessin animé comme Franklin ou Trotro, Peppa Pig, Choupi. Tout ça, c'est des structures narratives très très simples. En revanche, un dessin animé comme les Teletubbies, qui est aussi assez connu, n'a pas vraiment de structure narrative. Les Teletubbies, il y a plein de stimuli, donc il y a de la lumière, il y a du son, ils font des chansons, mais il n'y a pas vraiment d'histoire. Et donc ça aidera pas tellement l'enfant dans le développement de son langage. Et évidemment, la télévision, ça peut être un merveilleux vecteur de découverte sur le monde. Ça peut être des moments de partage en famille avec des programmes qu'on peut choisir et adapter à l'âge de l'enfant. Et à travers ces programmes, on peut faire découvrir aux enfants les arts, la culture, le sport, les reportages animaliers. Enfin, voilà, il y a quand même plein de choses très très riches à découvrir avec la télévision. Alors, pour conclure, avec les enfants de moins de 3 ans, on va privilégier au maximum de parler, de lire des livres, de jouer. Si on met un écran, on va veiller surtout à ce que l'écran ne vienne pas à la place des autres stimulations. Je crois que si on doit retenir un message, c'est vraiment celui-là. C'est que vraiment l'écran soit une toute petite partie, mais qui n'empêche pas l'interaction parent-enfant et les jeux parent-enfant. Et donc, on va effectivement essayer de réduire quand même ce temps d'écran au maximum. Et s'il y a un écran, on va essayer que ce soit un écran interactif ou un écran, en tout cas, accompagné par un plus grand ou par un parent. Et on va essayer d'éviter la télévision allumée en continu. Et avec les jeunes enfants de plus de 3 ans, on va continuer à varier les activités au maximum. On va toujours les accompagner dans les programmes regardés. Et on va privilégier des dessins animés courts. 10-15 minutes, ça suffit. 1h30 de dessin animé pour des enfants de moins de 6 ans, c'est trop. Ils n'arriveront pas à comprendre et à suivre ce qui se passe. C'est beaucoup trop. On va aussi mettre la télévision et l'ordinateur dans les pièces de vie communes pour pouvoir contrôler ce temps de visionnage et contrôler ce qu'ils visionnent, pour pouvoir en parler avec eux. Et voilà. Et on va effectivement parler avec eux et les faire parler de ce qu'ils ont vu pour toujours mettre du lien par rapport à ce qu'ils voient sur les écrans. Merci pour votre attention.